Voilà, j'étais en train de dire des anomalies du transport du sodium transmembranaire dues à une perturbation ou une inhibition de la pompe, hein, c'est-à-dire le sodium est là, et là nous avons les potassiums. Voilà, nous avons les sodium, les potassiums, et là c'est l'ATPase ou une perméabilité accrue au sodium qui ont été décrites dans certaines formes d'hypertension artérielle, et puis il en résulte une augmentation du sodium intracellulaire, ce qui rend la cellule plus sensible à l'hypertonie sympathique parce que le sodium, ou en fait, parce que le calcium suit le sodium. Le calcium qui suit le sodium. Voilà. Et on suppose que c'est l'accumulation intracellulaire du calcium et pas du sodium qui est responsable de l'hypersensibilité. D'où là nous avons le sodium potassium, la TPase, peut être aussi responsable du récaptage ou noradrénaline par les neurones sympathiques pour inactiver ce neuromédiateur. Voilà comment ça se passe, ces mécanismes. C'est ainsi que l'inhibition de ces mécanismes pourrait augmenter considérablement les effets de la noradrénaline. Voilà un effet ou bien un déficit du transport de sodium a été décrit chez les enfants normotendus des parents hypertendus. Voilà, avec la manœuvre de stimulation du système nerveux sympathique, provoque une élévation tensionnelle habituellement plus accentuée chez le sujet hypertendu ou susceptible. Et puis, on le devient, ou bien je dirais susceptible de les devenir que le sujet normotendu. Et puis, on sait bien, euh, si cette hyperactivité concerne le système nerveux sympathique lui-même ou le myocarde, eh ben, le muscle disque vasculaire qui innerve, mais elle peut souvent être observée avant l'apparition de l'hypertension artérielle. Voilà, avant l'apparition de l'hypertension artérielle qui doit être permanente. Voilà pourquoi il y a des signes qui peuvent bien se présenter. Primo, nous avons une tachycardie, par exemple, une tachycardie qui peut être, voire même au repos comme ça, on a une tachycardie, et qui peut témoigner d'une hypertonie sympathique. Et c'est un facteur prédictif bien connu de l'hypertension artérielle ultérieure. Certains sujets hypertendus ont des niveaux de catécholamines plasmatiques au repos plus élevés que la normale. Et voilà, en particulier dans les phases précoces de la maladie, chez les hypertendus, le mécanisme réflexe impliquant le barorécepteur tend à entretenir plutôt qu'à s'opposer à l'hypertension artérielle. Voilà pourquoi le phénomène appelé déplacement du seuil des barostats, ce qui peut être un effet plus qu'une cause de l'hypertension artérielle, et certains hypertendus ont un défaut de stockage de la noradrénaline, ce qui augmente les taux circulants. Voilà dans le système rénine-angiotensine-aldostérone, système rénine-angiotensine-aldostérone, l'appareil juxtaglomérulaire participe à la régulation du volume et de la pression sanguine. Voilà. Et puis la rénine, c'est-à-dire l'enzyme protéolytique, l'enzyme protéolytique formée dans les granulations des cellules de l'appareil juxtaglomérulaire catalyse la conversion de l'angiotensinogène. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà un petit mécanisme de cette hypertension artérielle qui peut bien évidemment venir entreprendre et venir vous servir à cette bonne compréhension pour comprendre et qu'est-ce qui sera produit. Primo, d'abord, il y aura une protéine plasmatique. Maintenant, la protéine plasmatique en angiotensine 1, voilà, et puis il y aura un des captides, hein? Donc il y aura soit ces produits inactifs et qui sera scindé par une enzyme de conversion, et puis principalement dans les poumons, mais aussi dans les reins et les cerveaux. Donc vous avez là, vous commencez les cerveaux, les reins, et ainsi de suite, les reins, et ainsi de suite.
Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alors, pour donner maintenant un vrai mécanisme, c'est-à-dire l'angiotensine 2, c'est-à-dire l'angiotensine D, l'angiotensine D, l'angiotensine D, qui est un puissant vasoconstricteur qui va stimuler, un puissant vasoconstricteur et qui va stimuler également la libération de l'aldostérone. Également dans le sang, un heptapeptide, l'angiotensine 3, qui va stimuler autant la libération de l'aldostérone que de l'angiotensine D. Mais il a un effet vasopresseur moins prononcé. Alors, la sécrétion de la rénine qui sera contrôlée par au moins 4 mécanismes. 4 mécanismes. Qui sera contrôlée par 4 mécanismes qui ne s'excluent pas mutuellement. Qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce qui va s'y passer? Voilà. Qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce qui va s'y passer? D'abord, le premier mécanisme qu'on doit retenir ici, c'est les récepteurs. Les récepteurs vasculaires. Un récepteur vasculaire, rénal, qui est sensible aux variations des tensions de la paroi des artérioles afférentes. Le deuxième, ça sera un récepteur de la macula densa qui détecte les variations du taux de la sécrétion ou de la concentration de chlorure de sodium. Et cela se passe où? C'est dans le tube. C'est dans le tube distal. Dans le tube distal. Mais non, il y a aussi l'angiotensine circulante qui a l'angiotensine circulante, bien entendu, qui a un effet de rétroaction négative maintenant sur la sécrétion de la rénine et le système nerveux sympathique qui va stimuler à son tour la sécrétion des rénines par l'intermédiaire de l'innervation rénale bêta-adrénergique. Voilà pourquoi cette activité rénine plasmatique est habituellement normale chez le patient présentant une hypertension artérielle primitive, mais peut être inhibée dans environ 25% des cas et élevée dans environ 15% des cas. Et d'où l'hypertension artérielle est vraisemblablement associée à des bas taux de rénine chez les noirs et les personnes âgées. Et la phase évolutive maligne de l'hypertension artérielle qui va s'accompagner généralement d'une élévation de l'activité rénine plasmatique, bien que l'on reconnaisse généralement que l'angiotensine est responsable de l'hypertension artérielle rénovasculaire, je dis bien, rénovasculaire. Au moins à la phase précoce, il n'y a pas de consensus sur les rôles du système rénine-angiotensine-aldostérone chez les personnes présentant peut-être une hypertension primitive, mais y compris chez ceux ayant une activité rénine plasmatique. Voilà, selon la théorie multifactorielle, on dit l'élévation prolongée de la pression artérielle est due à l'association de multiples facteurs, même s'il y a un dérèglement dans l'état responsable initialement, c'est-à-dire l'interaction entre le système nerveux sympathique et le système rénine-angiotensine-aldostérone. On est un exemple. Donc, c'est-à-dire une innervation sympathique de l'appareil juxtaglomérulaire du rein libère de la rénine. L'angiotensine stimule maintenant le centre aussi de la synthèse aldostérone. Ce qui va maintenant provoquer une rétention du sodium, des taux excessifs de sodium intracellulaire qui va aussi augmenter la réactivité du muscle vasculaire lisse à la stimulation sympathique. D'où l'hypertension engendre l'hypertension. Et d'autres mécanismes qu'on peut retenir dans cette explication est que d'autres mécanismes disent
entre en jeu à partir d'une certaine ancienneté d'hypertension due à des facteurs facilement identifiables, par exemple une libération des catécholamines par un phéochromocytome, des rénines, soit d'angiotensine consécutive à une sténose de l'artère rénale ou l'aldostérone par un adénome cortico-surrénalien. Voilà pourquoi l'hypertrophie des muscles lisses et l'hyperplasie artériolaire provoquée par l'hypertension artérielle prolongée réduisent les calibres de leur lumière, ce qui va augmenter une résistance ou bien qui va augmenter les résistances périphériques totales. De plus, un raccourcissement modéré qui sera bien évidemment déclaré du muscle lisse hypertrophié dans la paroi épaissie de l'artériole qui va diminuer maintenant, qui va diminuer les rayons déjà réduits de la lumière du vaisseau qui est beaucoup plus encore que si le muscle, je dirais, et si la lumière était normale. Voilà pourquoi on dit l'hypertension peut être due à un déficit d'une substance vasodilatatrice plutôt qu'à l'excès d'un vasoconstricteur. Par exemple, l'angiotensine ou la noradrénaline. D'où pourquoi je dis ça? Parce que le système kallikréine qui synthétise la bradykinin, un puissant vasodilatateur, commence à être étudié et puis les extraits de la médullaire rénale contiennent des substances vasodilatatrices. Dans un lipide neutre et une prostaglandine, d'où il y aura l'absence de vasodilatateur consécutive à une néphropathie, par exemple, parenchymatèse, ou une néphrectomie bilatérale. Et puis qui va permettre, bien entendu, qu'il y ait cette élévation de la pression artérielle. Les cellules endothéliales qui vont produire des puissants vasodilatateurs, d'où il y aura ce qu'on appelle oxyde nitrique, la prostacycline et les puissants vasoconstricteurs connus, d'où l'endothéline. Par conséquent, une dysfonction endothéliale peut avoir un impact majeur sur la pression artérielle.